L'intelligentsia européenne entre les deux guerres, tel pourrait être, Denis de Rougemont, le sous-titre de ce journal d'une époque que vous publiez aujourd'hui aux éditions Gallimard. Ici, en effet, se trouvent rassemblés nombre de textes, dont certains sont pratiquement inconnus, et publiés par vous entre 1929 et 1946. L'exceptionnel intérêt de ce document, c'est de nous restituer dans sa confusion et dans sa chaleur vivante le drame des intellectuels de notre continent, alors que se trouvaient remis en question à travers les luttes politiques les principes essentiels de la vie civilisée. Le rôle de l'intellectuel est alors à vos yeux d'être moins un partisan qu'un témoin engagé. Parmi vos itinéraires dans l'Europe des années 30, je retiendrai d'abord, Denis de Rougemont, votre témoignage sur la société française et plus particulièrement sur la société de la province française entre 1933 et 1935. Que fut pour vous cette expérience que vous racontez dans le journal d'un intellectuel en chômage? Eh bien, après ma découverte de l'intelligentsia française pendant cette période extraordinaire de l'automne 1932 dont nous venons de parler, j'ai découvert la province française, c'est-à-dire un autre monde. Le monde des paysans de l'île de Ré d'abord, et ensuite le monde du Midi et des Cévenols, au pied des Cévennes, dans la petite ville d'Anduze, que je n'ai pas mentionné dans le livre, car j'avais fait un portrait extraordinairement ressemblant des gens, ce qu'ils vous pardonnent rarement. J'ai préféré ne pas mettre les noms de ces deux villes. Maintenant, il y a peut-être prescription, après une trentaine d'années. Et quel sentiment vous a donné cette communauté rurale française? Alors, un double sentiment. D'abord, comme intellectuel plongé brusquement dans des milieux populaires, paysans, pas du tout cultivés, un sentiment d'étrangeté, d'aliénation bizarre. J'étais parmi des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un écrivain. J'avais beaucoup de peine à faire accepter ma raison d'être, comme un monsieur qui travaillait très tard la nuit, dont on voyait la lampe allumée jusqu'à 2-3 heures du matin. On ne savait pas très bien pourquoi, puisqu'il ne faisait rien. C'est-à-dire qu'il ne faisait qu'écrire. Alors il y avait une première difficulté de communication. Mais ensuite, je me suis aperçu d'une chose beaucoup plus grave, c'est que le sentiment de la communauté était en train de se défaire dans ce peuple français d'entre les deux guerres. Et alors j'ai poussé mon analyse dans ce sens. C'est ce qu'on trouve dans mon journal de l'intellectuel en chômage. En somme, la dissolution du sentiment communautaire. J'ai dit quelque part que la place d'une de ces petites villes où j'étais, le matin, me semblait être un film au moment où la musique s'est arrêtée du temps des films muets. Quelles étaient, à votre avis, les sources de cette dissolution? Eh bien, c'était le manque d'idéal commun, le manque de foi commune, l'individualisme, enfin. L'individualisme atomisé, n'est-ce pas, comme disait la critique marxiste, qui me donnait l'impression d'une nation en train de se défaire, c'est-à-dire qui ne pourrait pas opposer une très grande force de résistance à une attaque de l'extérieur. Cette attaque, alors, je l'ai vue se préparer 2 ans après, au cours d'un séjour d'une année en Allemagne. J'ai donné des cours à l'université de Francfort, étant bien entendu que j'y allais pour mettre au point mon jugement sur le nazisme. J'avais écrit des choses très dures contre les nazis. Un de leurs représentants culturels à Paris, il y en avait déjà pas mal à ce moment-là, qui cherchait le contact avec la jeunesse française, m'avait demandé si je relèverais ce défi de venir à Francfort pendant 1 an ou 2, donner des cours de littérature française et réviser mon jugement. C'est cette expérience que vous relatez dans le journal d'Allemagne. Exactement, j'ai répondu oui, je tiens le pari, je relève le défi, je viendrai, je passerai 1 an chez vous. Si je trouve que votre régime est moins mal que ce que j'ai dit, j'écrirai là-dessus, je vous le promets. Si je trouve qu'il est pire, j'écrirai aussi et vous n'aurez pas le droit de vous en plaindre.
Alors j'ai laissé passer 2 ans après mon séjour en Allemagne avant de publier mon journal d'Allemagne, qui est paru au moment de Munich à peu près. De sorte que j'étais à peu près certain à ce moment-là que je n'avais pas uniquement réagi à des questions d'humeur, que mon jugement avait une certaine valeur objective. Et naturellement, ça a été accueilli par des cris d'horreur en Allemagne et ça a été supprimé pendant la guerre en France, non seulement par les Allemands, mais aussi par le syndicat des libraires de Vichy. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez comparé en quelque sorte cette communauté allemande et la communauté française dans laquelle vous veniez de vivre. Oui, alors voilà la chose terrible, n'est-ce pas, l'expérience terrible que j'ai faite pendant ces quelques années de chômage en province française et ensuite de professorat à Francfort, c'est qu'en face de cette dissolution du sentiment communautaire en France, je trouvais une réponse donnée à cette angoisse qui naît toujours de la dissolution d'une communauté, une réponse proprement terrifiante donnée par Hitler et le parti nazi, qui rassemblait tous les Allemands sous une discipline de fer, une discipline totalitaire, à tel point que j'ai eu le sentiment physique de la force allemande devant la faiblesse française. Et je me rappelle être rentré au moment de Pâques, pendant cette année universitaire allemande, faire une ou 2 conférences à Paris où j'ai voulu avertir les Français de ce qui les menaçait en disant « J'ai l'impression que la société française, devant cette espèce de Panzerdivision qui est l'ensemble du peuple allemand maintenant, est un peu un château de cartes. » On m'en a voulu, naturellement, j'étais la Cassandre de l'époque. On m'a même reproché dans la presse de faire la propagande de M. Goebbels. En réalité, je disais ce qui s'est, hélas, vérifié 1 an ou 2 après. Et c'est après le tragique été 1940 que vous avez été amené à partir pour les États-Unis, où s'est déroulée pour vous une autre aventure. Oui, alors j'ai d'abord été mobilisé en Suisse. Je suis suisse, j'étais officier dans l'armée suisse. J'ai participé là-bas, j'ai créé au fond une sorte de premier mouvement de résistance qui heureusement n'a pas eu à se manifester puisque la Suisse n'a pas été attaquée finalement. Et puis j'ai été envoyé aux États-Unis en mission de conférence, en mission plus ou moins officielle par le gouvernement suisse. J'y ai été retenu par l'entrée en guerre des États-Unis qui m'a empêché de regagner l'Europe. Et j'y ai passé finalement 5 à 6 ans. À découvrir l'Amérique d'une part, à parler à la radio américaine. Je faisais l'émission qui s'appelait La Voix de l'Amérique parle aux Français pendant à peu près 2 ans, émission qui était retransmise par la BBC à Londres. J'écrivais les textes et ceux qui les parlaient, qu'on appelle en français des speakers et qu'on appelle là-bas en Amérique des annonceurs, étaient une curieuse équipe formée d'André Breton, de Claude Lévi-Strauss et du peintre aux enfants, qui parlaient à 3 voix les textes que j'écrivais 2 fois par jour pendant 1 an et demi. Et alors, la découverte que j'ai faite là-bas, la plus importante pour moi, ça n'a pas été tellement la découverte des États-Unis que la découverte de l'Europe, que je voyais comme une chose peut-être perdue à tout jamais. Et en tout cas, qu'il s'agissait, si jamais je pouvais y revenir, si jamais on pouvait battre Hitler et sauver l'Europe, eh bien qu'il s'agissait d'unir, puisque c'était du choc des nationalismes imbéciles que les 2 grandes guerres mondiales avaient éclaté. Et il s'agissait de surmonter cela et d'arriver à faire une fédération européenne. C'est donc au fond aux États-Unis que j'ai découvert l'Europe et que je me suis décidé à consacrer des années de ma vie, ça fait 20 ans maintenant, une autre époque que celle de ce journal, à la cause de la Fédération européenne, qui sera le sujet du 2e tome de ce journal, le journal d'un Européen, qui ira de 46 à 66. C'est peut-être la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre vos fonctions européennes d'aujourd'hui et vos fonctions d'intellectuel plus ou moins disponibles d'avant la guerre. Eh bien, ce que j'ai décrit au fond dans ce journal d'une époque, j'appelle ça aujourd'hui mes années d'apprentissage d'un Européen.